tous et à toutes et je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture puisque j'ai lu 3 livres donc je vais commencer tout de suite. Alors premier ouvrage, il s'agit de 13 à table, donc c'est un recueil, je pense qu'on en a suffisamment parlé comme ça, même si on n'en parle jamais suffisamment, mais bon, c'est un recueil de nouvelles édité par les éditions Pocket, par 13 des plus grands auteurs français, des plus connus. Donc Françoise Bourdin, Maxime Jatta, Alexandra Lapierre, Agnès Ledic, Gilles Le Gardinier, Pierre Lemaitre, Marc Lévy, Guillaume Musso, Jean-Marie Perrier, Tatiana Doronnet, Éric-Emmanuel Schmitt, Franck Tillier et Bernard Werber. Voilà. Et donc chacun a écrit une petite nouvelle sur le thème du dîner, du repas on va dire. Et donc voilà quoi, donc on trouve un peu de tout en fait, hein, de la nouvelle humoristique à la nouvelle sentimentale, à la nouvelle qui va nous faire un peu... qui va nous faire un peu, pas pleurer, mais qui va voilà, nous serrer un peu le cœur, à la nouvelle d'épouvante ou à la nouvelle un peu d'humour noir. Pour le coup, la dernière de Bernard Werber est vraiment pour le coup de l'humour très très noir, donc pour le coup c'est vraiment très très drôle. Je ne saurais pas vous parler plus en détail de ce livre parce que sinon je vais vous spoiler. J'ai fait un live show sur ce livre, donc je vous recommande si vous voulez, alors lisez-le et ensuite allez voir le live show. Je vous mets le lien ici. Allez voir le live show pour discuter, enfin pour voir avec nous, puisque voilà, c'était en direct, mais ça sera... comment dire, en replay par la suite, donc pour discuter, pour voir un peu en détail les différentes nouvelles et ce qu'on en a pensé. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pris pas mal de petites notes avec mes petits stickers, donc voilà, pour me souvenir de pas mal de choses. C'est vraiment des nouvelles qui se lisent très très vite, hein. Alors certaines sont plus ou moins bien, mais majoritairement c'est du très très bon. Il n'y avait qu'une ou deux nouvelles qui m'ont un peu déçue, mais majoritairement c'est vraiment du très très bon. J'ai adoré la nouvelle de Maxime Jatta, et pour le coup oui voilà, ça vous fait découvrir des auteurs que vous n'avez pas lus, que vous n'avez pas eu l'occasion de lire, que vous connaissez, vous en entendez parler tout le temps puisque ce sont des grands auteurs français, mais que éventuellement vous n'auriez jamais eu le courage ou le temps de prendre un bouquin vraiment d'eux et de se plonger dedans. Donc par 3-4 pages vous pouvez enfin découvrir un peu la plume de l'auteur, l'idée, la façon dont il écrit, etc., son style d'écriture. Donc pour le coup ça m'a fait découvrir Maxime Jatta, dont j'entends énormément parler et que je n'avais jamais encore lu, et j'ai adoré sa nouvelle. J'essaye comme ça de regarder vite fait Gilles Le Gardinier. Alors c'est très, très étrange parce que Gilles Le Gardinier, j'avais essayé de lire l'un de ses livres avec les chats là, je me rappelle même plus le titre d'ailleurs. C'était le 3e, c'est le Orange, enfin bref. Et j'avais pas réussi à rentrer dedans quoi. C'est fou à dire, mais j'avais pas réussi à rentrer dedans. Alors que là, il nous propose, alors Gilles Le Gardinier, c'est le seul à nous proposer non pas une nouvelle fictive, mais des mémoires de ces grands souvenirs d'événements qui se sont passés autour du thème du repas. Et il y en a, mais alors, autant il y en a qui sont assez tristes, mais alors c'est à mourir de rire, hein. Le truc qu'il a écrit, c'est, je vous promets, enfin, vous comprendrez. Marc Lévy aussi, bizarrement, j'ai vraiment aimé, même si Marc Lévy n'a pas respecté la règle qui était imposée, à savoir d'écrire un livre autour du repas. Il n'y a pas de repas dans son histoire, même si c'est un très 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 beau message de tolérance en fait. Donc certains ont aimé, d'autres moins. Moi personnellement j'ai vraiment bien aimé. J'essaye de me rappeler comme ça, Éric-Emmanuel Schmitt aussi, ça m'a vraiment retourné son histoire, c'est fou quoi, au niveau de la tolérance pareil, de la solidarité, c'est, oula, rien que d'en parler, bref, ça me prend encore, et Bernard Werber, mais alors... Bernard Werber, je vous promets que vous regarderez plus les langoustes et les homards de la même façon, la prochaine fois que vous voudrez en manger. Voilà, donc c'est tout ce que j'aurai à vous dire pour ce petit ouvrage, puisque je ne peux pas trop rentrer dans les détails. Je vous conseille amplement de l'acheter si c'est pas déjà fait. Ça coûte 5 € pour chaque ouvrage qui est acheté. Il y a 3 repas qui sont distribués pour les Restos du Cœur.
Franchement, on n'a pas suffisamment de solidarité, on n'en aura jamais assez, donc faites votre bonne action. Voilà. Ensuite, j'ai lu. Enfin, je suis arrivée au terme du Joyau de Amy Ewing, premier tome de la saga. C'est fou, je l'avais commencé en novembre et à chaque fois il y avait des lectures prioritaires qui venaient s'intercaler dans ma lecture, donc j'ai mis je sais pas combien de mois pour pouvoir finir ce livre, qui n'en fait que 450 pages. Mais franchement, très très bonne lecture. Alors, je tiens à préciser que beaucoup de personnes ont dit ah ouais, mais c'est encore une histoire façon la sélection, ouais, je sais pas trop. Je pense que c'est le fait, c'est le coup de la couverture et de la robe. Ça n'a rien à voir. Certes, c'est une dystopie comme la sélection, mais pour le coup, c'est beaucoup plus dystopique là-dedans que dans la sélection. Certes, on a une division en catégories de population et en districts, entre guillemets, enfin voilà, comme Hunger Games, etc. Mais je pense que, mis à part les belles robes et mis à part la subdivision en districts selon que les gens sont plus ou moins pauvres et selon leur catégorie, leur fonction sociale et leur métier, ça s'arrête là. Par contre, j'ai trouvé que ce livre revenait vraiment aux sources de la dystopie, puisqu'il réadaptait un thème qui avait déjà été abordé par Aldous Huxley dans son très célèbre ouvrage Le meilleur des mondes, à savoir une société qui voudrait contrôler les naissances au maximum et vraiment limite choisir les gènes et choisir les caractéristiques de leur futur bébé pour faire un bébé sur mesure, quoi, enfin qui soit parfait, etc. et le concevoir, enfin c'est Dr Frankenstein, donc et vraiment c'est pour le coup ça m'a vraiment fait penser à ça et je trouve que pour le coup, si vous voulez de la très très bonne dystopie, avec des grandes interrogations finalement hein, sur les dérives de la société, de la science, de la médecine, sur notre façon de vivre, et sur la conception même d'un être humain, quoi. Vraiment, c'est super intéressant. Et c'est du young adulte alors que l'autre est plus destiné aux adultes. Voilà. Donc l'histoire de base, c'est que on a une jeune fille, Violette, qui habite dans une société qui est un peu comme un oignon. En fait, imaginez-vous une énorme ville qui est comme un oignon avec des cercles comme ça concentriques. Et elle habite dans le cercle le plus éloigné en fait du centre. Et donc le plus défavorisé qui s'appelle le Marais. Voilà. Et les filles qui sont les plus défavorisées passent un test à leur puberté pour voir si elles disposent d'un certain don particulier qu'on appelle les augures. Et une fois qu'elles sont diagnostiquées entre guillemets comme possédant les augures, elles sont enlevées et arrachées à leur famille et placées dans un espèce de centre d'éducation où on essaye de leur apprendre à développer leur pouvoir. Voilà. Ensuite, une fois arrivées au terme de cette éducation, elles sont présentées à une vente aux enchères où elles abandonnent leur identité totale. Hein. C'est fini, elles disent au revoir à leur famille, elles les voient plus. Enfin voilà, c'est plus question qu'elles les voient pour toujours. Elles sont désormais un numéro. Elles abandonnent aussi leur prénom. Personne n'a le droit de connaître leur prénom. Elles sont un numéro. Et elles sont présentées donc à une vente aux enchères à laquelle assistent les femmes les plus élevées de la société, donc le cœur de la ville, le joyau, et donc les familles dirigeantes, pour être acquises en tant que mères porteuses. Pourquoi? Parce que les femmes de la haute société ne peuvent plus concevoir d'enfants dans ce monde. Donc elles ont besoin de mères porteuses pour pouvoir concevoir leurs héritiers, etc. Donc, notre chère Violette est présentée devant la vente aux enchères, elle est vendue. Je vais essayer de pas trop vous en dire ensuite pour pas trop vous spoiler, mais voilà. Elle va se retrouver dans un nouveau monde, alors c'est un peu là-dedans qu'on voit un peu la sélection, parce que elle a le droit à toutes les attentions, puisque c'est elle qui va porter le futur enfant de la personne qui l'a acheté, qui est éminemment riche. Donc elle a le droit aux belles robes, elle a le droit à manger, etc. Tout.
Mais ça s'arrête là puisqu'elle n'est plus qu'un objet, elle n'est plus qu'un ventre, c'est tout. Son identité même d'être humain est complètement disparue. Et voilà, je vais pas trop vous en dévoiler parce que sinon après je vais vous spoiler, mais je vous conseille énormément ce livre. Moi j'ai vraiment bien aimé, il y en a qui ont eu des avis plus mitigés. C'est vrai que l'histoire d'amour qui se développe par la suite est vraiment assez... Enfin, je comprends certaines personnes qui ont dit que l'histoire d'amour qui se développe par la suite est assez précipitée. Parce que c'est pas la chose la plus importante sur laquelle l'auteur met l'accent, à mon avis. À mon humble avis, je pense que l'auteur, à la différence justement de Kirakas dans la sélection, met plus l'accent sur le côté dystopique de l'ouvrage que le côté histoire d'amour entre les personnages. Voilà, donc ça s'arrête là. Ce livre se termine sur un cliffhanger de folie. On n'a qu'une seule hâte, c'est d'avoir la suite, et la suite qui, il me semble, sort en septembre prochain. Donc à mettre entre guillemets parce que je ne suis pas sûre et puis ça peut toujours changer au niveau éditorial, mais j'ai vraiment hâte de savoir ce qui se passe. Voilà, donc je vous le conseille, collection R, le joyau, donc collection R Robert Laffont par Amy Ewing. Et en plus de ça il n'est pas très long, hein, il fait 450 pages, quelque chose comme ça. Voilà. Et j'ai ensuite lu un livre qui m'a été gentiment envoyé par les éditions Robert Laffont, qui s'intitule Je suis un dragon de Martin Page. Alors c'est un livre, au début je me posais des questions parce que je me suis dit ça a pour héroïne une jeune fille, donc c'est du young adulte, mais pourquoi c'est édité chez Robert Laffont et pas Robert Laffont Collection R? Et au fur et à mesure que je lisais le livre, qui n'est vraiment pas très long, hein, il fait même pas 280 pages, un truc comme ça, et c'est écrit très gros, les chapitres font 1 ou 2 pages. Alors ça pour le coup je fais ouais, parce que voilà, s'il y a un truc à savoir à propos de moi, c'est que j'adore les chapitres courts. Ça peut paraître bête, mais j'adore les chapitres qui sont très courts parce que ça me permet d'en enchaîner plus, c'est psychologique. Ne cherchez pas à comprendre. Donc, quand j'ai commencé à lire ce livre, arrivé à quelques pages, hein, ça va très vite quand même, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de violence à l'intérieur de ce livre et des mots très crus parfois, donc là je me suis dit ok d'accord. Donc ce livre est le parfait exemple qu'on peut traiter d'un sujet et d'une héroïne qui soit une adolescente ou une enfant, mais qu'un livre ne soit pas destiné aux young adultes, enfin voilà quoi, aux ados, mais aux adultes. C'est pas parce qu'un livre a une héroïne ado que c'est pour les ados, voilà. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille, d'une enfant, qui s'appelle Margot, qui va être orpheline très très tôt, qui va se balader de foyer en foyer, etc. Mais le problème c'est que Margot, elle a un don, elle a une puissance qu'elle ne maîtrise pas, et elle est indestructible. Et le jour où elle va en avoir ras-le-bol d'être mise de côté et d'être prise à partie par des cons, hein, on va le dire comme ça, dans son école, elle va péter un câble en fait et elle va laisser place à toute sa puissance et elle va faire un massacre. Elle va être récupérée donc tout de suite par le gouvernement qui va essayer d'éteindre, d'étouffer cette affaire. Ils vont se rendre compte de ses capacités incroyables et donc elle va devenir un rat de laboratoire. Ils vont essayer de l'analyser sous toutes les coutures et ils vont très vite se rendre compte qu'elle va pouvoir être une arme incroyable à leur service, et donc ils vont l'enfermer, ils vont, soi-disant pour son bien, et ils vont lui demander, ils vont lui mettre toute une équipe pour elle, tout autour d'elle, pour s'occuper d'elle, pour essayer de la comprendre, pour la reformater psychologiquement, voilà. Et pour essayer de se servir d'elle dans des conflits mondiaux, pour résoudre des problèmes, voilà quoi. Seulement Margot, bah, c'est un être humain, même si elle n'en a pas l'apparence, enfin, elle a l'apparence extérieure d'un être humain, mais même si elle n'est pas comme les autres, c'est malgré tout un être vivant, on va dire ça comme ça. Elle est douée d'émotions, même si elle ne peut pas souffrir physiquement. Elle souffre parfois psychologiquement parce qu'elle se sent énormément seule, et je pense que c'est aussi, voilà, c'est toute la question de la différence qui est abordée par l'auteur dans ce livre, de la différence et comment est-ce qu'on est perçu par les autres, comment est-ce qu'on est parfois utilisé par les autres,
et une fois qu'on ne sert plus à rien, qu'on est complètement rejeté et lynché, comment est-ce que les gens peuvent nous aduler un jour? Et dès qu'on remplit plus tous les critères que les gens attendent de nous, et bah, au final, ils sont aussi rapides à nous adorer qu'à nous détester et qu'à nous jeter la pierre. Voilà, donc c'est une grande leçon de morale ce livre, il est très court, il est vraiment super intéressant, moi j'ai vraiment bien aimé. Je vous conseille d'essayer de découvrir ce livre. Donc il est publié chez Robert Laffont tout court, hein. Pas la collection R, mais bien chez Robert Laffont. Et donc c'est Je suis un dragon par Martin Page. Je lui ai mis 4 étoiles il me semble, sur 5. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est un livre vraiment très court et il est vraiment très bien, donc je vous le conseille. Voilà, c'est tout pour mes 3 lectures du moment. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura éventuellement donné envie de découvrir l'un d'entre eux, voire plusieurs. Et comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Donc, lors de cette réunion de bloqueurs, j'ai pu mettre la main sur les épreuves d'entrée G2 Magisterium, l'épreuve de fer de Cassandra Clare